bienvenue aux portes ouvertes de l'ENSI. Merci de nous rejoindre pour ce moment qu'on va consacrer au partenariat et au projet dans l'école. Donc vous savez que l'apprentissage du design, c'est une part importante de pratique et d'expérimentation par le projet. Donc nous accueillons nos partenaires, nos élèves et des designers qui vont vous présenter différents projets pour vous donner un éclairage. Donc moi je suis Quentin Le Sur, je m'occupe des relations entreprises et des partenariats à l'école. Et je vais en fait donner assez vite la parole à nos invités parce que le temps est compté. Donc on a autour de ce plateau Patrice Chazotte qui représente le centre Georges Pompidou, Simon Denain qui est directeur de projet à l'école, designer, et deux élèves, Maxence et Camille, qui vont nous présenter leur projet. Donc je donne la parole en fait à Patrice qui va se présenter et nous expliquer un peu la démarche qu'il a eue pour venir vers l'école et pour lancer ce partenariat et le sujet sur lequel on a travaillé ensemble. Très bien. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis Patrice Chazot, je suis directeur adjoint des publics au Centre Pompidou. Enfin, j'étais, puisqu'à partir de lundi, je serai le nouveau directeur de l'association de Clermont-Ferrand Massif Central 2028. En tout cas, depuis beaucoup d'années, on se connaît, le Centre Pompidou et l'ENSI, puisque on a l'avantage que pour nous, c'est une école exemplaire à différents niveaux parce qu'il y a une créativité, il y a une jeunesse, etc. Il y a des problématiques aussi et un suivi aussi par rapport à des problématiques de métier aussi qu'on peut avoir. Et puis aussi, l'ENSI aussi, c'est aussi des créateurs et donc aussi on invite dans la programmation du Centre Pompidou, au-delà de projets spécifiques avec qui on travaille avec l'école, on invite aussi des designers, lorsqu'ils sont sortis de l'école, à venir soit proposer un atelier, soit animer des ateliers, etc., pour les enfants, pour un public, même pour ados. Et donc, en fait, on a une relation en fait, très forte, très intime avec cette école que nous trouvons par ailleurs très, très, très belle et très bonne. Sur le projet, par rapport à notre secteur d'activité, pour vous donner quelques exemples, le Centre Pompidou a travaillé avec l'ENSI sur plusieurs projets, très liés à nos domaines qui nous concernent, qui me concernent aussi en tant que directeur adjoint des publics, avec mon équipe, la médiation culturelle, c'est-à-dire comment penser et développer des projets pour que le Centre Pompidou, sur des problématiques à la fois numériques, mais aussi des problématiques d'ateliers, des problématiques aussi, on verra, de pédagogie liées à la petite enfance, comment l'école, comment les étudiants peuvent imaginer et concevoir avec nous des nouveaux outils. Nous sommes là vraiment au cœur de l'innovation. Nous sommes là pour aussi mettre à destination des publics des postures aussi un peu innovantes, des espaces aussi aménagés. Et c'est vrai qu'avec Nancy, on a imaginé plusieurs années des collaborations assez fortes. Il y en a une qui avait, par exemple, pour vous donner une idée, on avait demandé à l'ENSI il y a quelques années, avec méthode projet, de penser les médiations numériques ou quelle typologie comment on pouvait accueillir le public dans le forum du Centre Pompidou, comment on pouvait aussi sur la médiation écrite développer de nouveaux projets. Bref, les étudiants nous ont proposé plusieurs projets et certains projets ont pu être réalisés au sein du centre justement pour montrer aussi, c'est ça aussi l'enjeu, c'est pas seulement mode de recherche mais aussi action avec la mise en place de projets. Et puis plus récemment, on a pu travailler aussi sur les problématiques qui aussi pour nous est importante, c'est-à-dire la pédagogie aussi, avec un public, en tout cas un projet à destination d'un public, la petite enfance, notamment les 0-6 ans. Pourquoi les 0-6 ans? Parce que le Centre Pompidou a créé et imaginé, avec la ville de Clermont-Ferrand, un centre d'initiation pour les 0-6 ans qui s'appelle Milleformes. C'est un espace assez unique en France, puisqu'en fait, il propose gratuitement à tous les enfants et les parents, enfin les enfants, évidemment, avec les parents, puisqu'il y a 0-6 ans, de venir et d'assister à toute une série d'activités conçues par les artistes, à la fois des lieux d'exposition, de spectacles, mais aussi tout l'ensemble de cet espace a été designé par Laure Jaffuel, une designer que nous avons invité. Et avec l'ANSI, on a proposé cette année, en collaboration avec Milleformes de Clermont-Ferrand, on a proposé aux étudiants et avec vous et l'ensemble des professeurs, c'est de travailler sur la notion de la pédagogie, notamment sur la question du jeu. C'est-à-dire qu'en effet, on connaît, il y a des jeux d'artistes qui ont été, évidemment, designers aussi. On imagine Enzo Mari, par exemple, c'est l'un des plus connus, mais il y en a eu d'autres. Comment on pouvait aujourd'hui, dans le 21e siècle, on va dire, qu'est-ce qu'on pouvait imaginer comme jeu
nouveaux jeux, ou en tout cas pour les enfants, jeux à la fois entre l'artiste et le jeu de l'artisan, on va dire, avec des matières nouvelles, et surtout qui questionne en effet, parce que vous le savez, la pédagogie, notamment pour les 0-6 ans, mais même pour tout le monde, hein, enfin la notion de jeu, pardon, est une notion très importante. C'est là où, par le jeu, on permet évidemment de poser les choses, de pas, comment dire, un jeu de construction, de faire tomber, enfin de reconstruire, enfin c'est plein d'éléments psychomoteurs très importants pour l'enfant, et donc on voulait imaginer peut-être des jeux, des nouveaux jeux nouvelle génération avec des matériaux spécifiques, avec une problématique aussi environnementale, questionner aussi l'objet qui peut être un objet, pas seulement un objet de jeu de société plateau, mais aussi un objet aussi dans l'apprentissage, soit de la forme, des couleurs, enfin bon bref, une multitude de choses. Donc il y a eu une variété de projets qui a été fait et qui a été à la fois remarquable là aussi dans sa richesse, dans sa proposition, et puis surtout dans cette manière d'aborder le jeu aussi d'autres manières que peut-être le jeu que nous avons dans les grands commerces actuels. Voilà, en quelques mots, cette relation entre un établissement comme le Centre Pompidou, un lieu culturel, on va dire, qui est par définition présente des choses, présente des œuvres faites par les artistes, pardon, et comment aussi, en lien avec les étudiants, de faire entrer aussi la recherche, l'innovation, de se poser des questions, de à la fois, pas forcément d'y répondre tout le temps par des projets, mais en tout cas s'autoriser à, et permettre aussi que l'expérimentation dans un lieu comme Pompidou est primordiale. Voilà, parce que pour le public, c'est important aussi que ce lieu aussi apporte un autre regard dans la vie quotidienne des gens. On va donc passer la parole à Camille, qui va nous présenter son projet, donc avec cette approche ludo-éducative hein, qui est chère au Centre Pompidou. Camille, on t'écoute. Bonjour, merci de nous accueillir ici. Alors pour le projet avec le Centre Pompidou, j'ai proposé moi le jeu qui s'appelle Toc Toc, la fabrique des petits chefs, qui est un jeu qui invite l'enfant à expérimenter autour de la matière alimentaire. Et en fait, c'est un ensemble d'outils, c'est une boîte à outils qui va lui permettre de travailler le motif, le volume, la mise en forme et tout ça. Et en fait, l'idée, c'était de... il y a une certaine excitation à transgresser les règles, et on a tous en tête cette règle de « on ne joue pas avec la nourriture ». Et c'était comment cette excitation de la transgression de cette règle devient un médium d'apprentissage et d'expérimentation autour d'une matière qui est la matière alimentaire. Et donc, c'est un ensemble d'outils qui sont pensés en lave-émaillé, et donc qui vont pouvoir... Voilà, donc vous les voyez à l'écran. Donc il y a 2 rouleaux qui vont créer du motif et un ensemble d'outils qui en fait ont des paires et on peut les assembler, on joue avec les formes et en fait ça va permettre à l'enfant de mettre en forme ses imaginaires et ensuite il y a cette phase de la cuisson parce que c'est une matière alimentaire. Et là, c'est la surprise après cuisson, encadrée par un adulte, bien évidemment, de redécouvrir ces expérimentations, de voir comment elles ont évolué, autant dans la forme, la couleur, les saveurs. Et voilà. Tu as eu l'occasion de travailler avec des jeunes, du coup ? Alors, ça a été un peu compliqué avec le confinement, mais pour ma part, ça a été plus moi qui me suis remise dans mon âme d'enfant et qui ai joué avec la matière alimentaire et imaginé au mieux comment est-ce que... En fait, c'est comme ça qu'a commencé le projet, c'est très instinctivement, je me suis mise à jouer avec la nourriture comme si c'était quelque chose qu'on m'a toujours interdit et que enfin je pouvais le faire. Donc, je pense qu'il y a une phase d'exploration avec des enfants qui serait intéressante à voir comment eux réagissent avec le jeu que j'ai proposé. Mais pour le moment, c'est plutôt moi qui ai joué et mes amis. Voilà. Tu peux peut-être prendre juste une minute pour parler aussi des interactions avec le partenaire, parce ouais. que c'est une des particularités de notre approche. Oui, c'est une vraie richesse dans l'école. Donc, autant le partenariat avec Pompidou qui nous a permis d'avoir beaucoup de rencontres. On a eu des rencontres avec aussi des professionnels. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des experts dans leur domaine et nous, on a un regard très nouveau et parfois naïf sur des domaines qu'on ne connaît pas. Et du coup, il y a des ponts très intéressants et un échange qui se crée entre le partenaire et les étudiants où eux vont nous apporter leurs connaissances et vous permettre de construire nos projets au regard de leurs compétences. Et nous, en échange, on a un regard... on apporte des propositions parfois étonnantes, on pousse parfois dans les retranchements de nos partenaires en leur disant... on croit à une idée, on s'y accroche. Et du coup, ce dialogue est très enrichissant et je pense apporte
une vraie qualité dans les projets. Le designer qui dérange. Ouais. Maxence, tu veux bien nous présenter ton projet, s'il te plaît? Oui, donc dans le cadre de ce partenariat avec Pompidou et Milleformes, il m'a paru assez évident de travailler sur la grande échelle. Lorsqu'on a discuté donc, avec Milleformes, qui est confronté tous les jours à des enfants, le corps de l'enfant est son premier médium avec lequel il va expérimenter le monde et lequel il va s'approprier. C'est pour ça que les aires de jeu et les poufs, qui sont des grands volumes, ont beaucoup de succès chez les enfants, mais on retrouve peu, pour des raisons évidentes de place, ces grandes échelles dans l'espace domestique. Donc j'ai essayé de travailler sur cette grande échelle, interagir avec le corps, proposer à l'enfant d'avoir un volume avec lequel il peut s'approprier, le métamorphoser. Ils ont une grande capacité à métamorphoser leur environnement et pour y projeter leur imaginaire. Et donc j'ai travaillé sur le patronage, une forme 2D, un tapis qui puisse se plier et se métamorphoser en une nouvelle forme, ce qui permet à la fois un gain de place et de travailler sur le contraste tout simple pour nous, mais qui est passé de la 2D à la 3D, qui n'est pas si évident pour un enfant. C'est une notion qu'ils verront que plus tard, vers le C1, CE2, donc à 8 ans, 7-8 ans, mais qui est déjà une première piste d'interaction et de contraste, c'est 2D, 3D, du surface au volume. Donc j'ai travaillé sur le patron d'une forme holoïdale, qui est une forme très particulière, même pour nous adultes. Je sais pas si on pourra la voir, parce qu'en parler, c'est un peu difficile, parce que même pour adultes, c'est une forme qui est assez complexe et qui ne roule pas, son mouvement n'est pas une translation, n'est pas une rotation, mais ce qui s'appelle une inversion. Là, il y a une manière très spécifique de rouler. On la voit pas encore, j'espère qu'on va y passer. Mais... Tu as vu ta maquette elle est... Ouais, j'ai une petite maquette sur la table là-bas, si quelqu'un peut me la prendre. Donc en fait, déplié, c'est un tapis en feutrine recyclée, avec un motif qui est non figuratif. Merci beaucoup. Et donc après, les contours du tapis possèdent plein de petites pattes en velcro qui permettent de plier jusqu'à donner donc, cette forme-ci. Donc, je vais plutôt la mettre là, qui a une manière très particulière de rouler. Donc, donc cette appréhension de l'objet, même nous, on l'a en fait. On a besoin de l'expérimenter, on a besoin de le pousser pour le comprendre. Et c'est cette même notion qu'a l'enfant. Il faut casser les choses, il faut plier les choses pour qu'il comprenne. Donc, ce grand volume avec lequel il peut interagir, il peut aller dedans, il peut aller sur. C'est informe quelque part. L'atelier s'appelle atelier flexible. Quelque part, j'ai essayé de retranscrire ça dans cet objet, avoir une forme flexible qui est ni un tapis, ni une forme, ni une cabane, mais qui peut devenir tout. Finalement, j'ai voulu proposer une forme informe à l'enfant pour que lui-même il projette ses usages. On peut peut-être préciser qu'effectivement, c'est évident à cette échelle-là. Ça fait à peu près quelle taille? Oui, alors déplié, c'est un tapis qui fait environ 1,20 m. Et donc, sous cette taille-là, ça, à peu près de hauteur, on arrive à 60 cm, 80 cm de haut. Mais donc, c'est déjà un beau tapis qui, pour les adultes, on appellerait ça un tapis d'éveil. Mais je pense que pour un enfant, c'est beaucoup plus. On y voit beaucoup plus d'usage. Merci Maxence. On va peut-être passer la parole du coup à Simon Desnains, donc, qui est le directeur de projet de l'atelier justement Tout à fait. Flexible. Et peut-être la conclusion de ce projet. Voilà, alors c'est un partenariat qui est très riche. C'est un partenariat qu'on a fait sur un an, ce qui est assez exceptionnel parce que d'habitude c'est sur un semestre, mais là on a adapté aussi au calendrier coronavirus. Ce qui est assez intéressant est que on a eu le temps justement de mêler, et c'est souvent ce qu'on fait à l'école, une phase d'exploration où on a été voir du côté de la pédagogie justement, c'est-à-dire on s'est éloigné un peu de notre partenaire dans un premier temps pour aller voir du côté de la pédagogie, de Montessori, etc., de savoir ce qu'on avait envie de garder, ce que les étudiants avaient envie de garder, des logiques pédagogiques, qu'elles soient très actuelles ou plus anciennes. Et après, on s'est posé beaucoup de questions et où les réponses portent ce type de questionnement sans forcément le remettre complètement en avant. Je reprends l'exemple de l'holoïde. C'est une forme qui ne parle pas aux adultes. Et ce qui était intéressant dans cette forme qui ne parle pas aux adultes, c'est que ça rendait aussi une question importante, ça répondait à une question importante qui était d'inciter les parents à jouer avec leurs enfants. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas, et ça c'était pour beaucoup d'entre vous, et on le retrouve aussi dans le projet de Camille qui était présenté avant,
on ne souhaitait pas que ces jeux soient des moyens pour les parents de se débarrasser de leurs enfants, mais plus de porter un regard commun à certains moments sur une forme d'exploration du monde, etc. Et donc on a beaucoup travaillé sur comment on en fait à la fois des jeux pour les enfants, mais en même temps des jeux où l'adulte peut se laisser, et Camille disait j'ai été mon premier cobaye, où l'adulte peut jouer aussi, pour pas que ce soit des jeux spécifiquement pour les enfants et qu'on les laisse dans la chambre, etc. Et beaucoup de vos propositions sont des jeux qui mêlent à la fois l'enfant, enfin qui font découvrir un certain nombre de choses à l'enfant et qui ont une vraie vertu pédagogique, mais qui ont aussi une vertu pédagogique pour les parents. Et donc il y a beaucoup de choses comme ça, et donc si vous voulez en savoir plus, les étudiants ont même écrit un manifeste sur justement cette question de la relation au jeu, sur la question du jeu éducatif, en disant voilà, on veut que l'ensemble de nos propositions rentrent dans ce cadre-là qu'on définit comme un système ouvert, comme un système qui doit intégrer les parents, comme quelque chose qui va s'augmenter et qui fait appel à des collaborations. Et donc c'est souvent assez riche, et ce semestre on a vraiment eu la chance d'aller au bout de tout ça. On a questionné pour certains projets les formes de commercialisation, c'est-à-dire que a priori les 2 projets qui vous sont présentés là sont des formes plutôt classiques entre guillemets. Pour d'autres, les propositions sont des choses qui pourraient se retrouver en open source sur le site de Pompidou, téléchargeables, fabricables à la maison, et qu'on n'ait pas forcément besoin d'acheter en boutique. Certains jeux sont des productions industrielles, d'autres sont des productions beaucoup plus artisanales, quitte à faire appel, comme Camille, à des matériaux très locaux, la lave émaillée, etc. Donc, et en fait, c'est assez stimulant le partenariat, parce que justement, et d'autant plus avec des partenaires comme Pompidou, qui est très ouvert à se laisser challenger aussi sur toutes ces dimensions-là. C'est qu'on peut challenger à la fois les questions de conception, les questions de distribution, les questions de vie de l'objet au sein d'un foyer. Et c'est aussi la richesse des partenariats. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci Patrice, merci Simon. Merci à vous. Merci Camille et Maxence. Nous allons laisser la place à une autre équipe pour parler d'un autre projet, puisque le principe, c'est justement de vous amener à regarder différentes approches de l'école, différents sujets. Et donc, pour occuper un peu cette transition, je vais peut-être reprendre ce que c'est qu'un atelier de projet. Vous l'avez peut-être déjà découvert à travers votre visite de l'école, votre visite virtuelle. Et donc les ateliers de projet ont lieu tous les semestres pour une durée de 4 mois. Donc nos élèves qui choisissent leurs ateliers de projet, ou en tout cas qui peuvent marquer leur préférence, rejoignent donc un directeur de projet comme Simon pour travailler donc pendant toute cette période et à mi-temps sur un questionnement qui est proposé par un partenaire. Donc on accueille maintenant le groupe Rési d'études, donc Clarisse Fausti qui est sa directrice régionale Île-de-France, Elena qui est designer encadrante donc dans les ateliers de projet, et j'ai un petit trou, Alice, voilà, Alice qui nous présentera son projet. Donc Clarisse, je vous propose de vous présenter un peu votre groupe et le sujet, les motifs qui vous ont aussi amené à aller au-devant de l'école pour ce projet. D'accord. Bonjour à tous, Clarisse Fausti, je suis directrice régionale pour le groupe Rési d'études. Rési d'études donc, est un groupe qui conçoit, construit, commercialise et gère des biens immobiliers. Alors, on est à la fois promoteur et gestionnaire exploitant de résidences avec service. Dans ce cadre-là, on a plusieurs types de produits, donc on a plusieurs types de résidences. On a des résidences étudiantes sous la marque Estudine et Stud City, des résidences de tourisme sous la marque Séjour et Affaires et Résidome Apart Hôtel, et également des résidences seniors sous la marque Les Girandières. Donc le groupe aujourd'hui a plus de 30 ans et les dirigeants ont toujours souhaité s'adapter et évoluer selon le marché et répondre aux besoins de la société. Donc, on avait commencé avec les résidences étudiantes, donc c'est un de nos produits les plus anciens, pour finir avec les résidences seniors aujourd'hui. Pour retracer cette évolution, donc là aujourd'hui, il y a un questionnement sur les résidences étudiantes particulièrement. On sent qu'il y avait un frémissement et un besoin de la nouvelle génération sur des produits, mais comme nos concurrents, on se cherche un petit peu. L'idée, c'était vraiment de pouvoir mettre en place un partenariat. Donc, c'est ma direction qui avait souhaité un partenariat avec une école de design
avec pour thème la résidence étudiante du futur. Alors, on avait choisi, nous, l'ENSI, parce qu'il y avait vraiment une méthode pédagogique basée vraiment sur les ateliers, sur les échanges avec les élèves, et surtout, ce qui était intéressant, c'est d'avoir plusieurs élèves de différents niveaux. Donc ça aussi, c'était très intéressant pour nous. Et deuxième intérêt et bénéfice, c'était aussi d'avoir la vision des étudiants qui sont finalement en rapport d'âge et qui peuvent aussi être des clients potentiels, avoir la vision de nos clients potentiels sur cette tranche d'âge. Voilà, donc nous, sur ce projet, on a eu quantité de retours, on a eu beaucoup d'étudiants qui ont participé, on a été très surpris de la qualité des rendus. C'était très varié. Pour ma part, je découvrais vraiment le design, donc, et avec toutes ses facettes. Donc c'était une phase de découverte et d'échange très intéressante. On a été agréablement surpris parce que c'est énormément de valeurs humaines qui sont ressorties de ces projets. On s'attendait à avoir beaucoup de nouvelles technologies, digitalisation, et finalement beaucoup de valeurs humaines qui sont ressortis de là, beaucoup de projets basés sur les échanges collaboratifs, le bien-être dans le sens large, et également le développement durable. Donc ça, on avait des pistes, mais on a été convaincus par les élèves. Voilà. Donc ça nous donne de vraies perspectives pour l'avenir. Et je vous dis, c'est très enrichissant, ça va nous permettre de consolider nos services et de développer davantage nos résidences en ce sens pour le futur, quoi. Merci beaucoup Clarisse. On va passer du coup la parole à Alice qui va nous présenter son projet, nous expliquer un petit peu sa démarche. Donc sur ce sujet où effectivement l'élève peut être en même temps le consommateur et l'acteur de son propre lieu. Il y a eu aussi toutes les interactions qui ont pu avoir lieu avec voilà, les occupants des résidences aujourd'hui, puisque l'idée c'était d'amener aussi un projet où on pouvait aborder des dimensions participatives des personnes concernées. Je te laisse parler. Je m'appelle Alice et je suis arrivée l'an dernier en catégorie 3. Et j'ai travaillé pour Résidétudes ce semestre sur la question notamment de la communauté dans la résidence. Et j'ai travaillé en binôme pour ce projet avec une de mes camarades, Caroline, sur donc cette question communautaire qui nous paraissait très importante, notamment dans le contexte actuel où on voit réellement un problème d'isolement des étudiants et un sentiment qui est assez fort et très désagréable pour eux. Et du coup, Résidétudes nous a demandé en quelque sorte de redynamiser leur offre de logement étudiant et de proposer une offre qui convienne mieux aux besoins actuels. On a donc commencé le semestre par des visites des estudines, de 3 estudines à Paris et en région parisienne, qui nous ont confortés, on va dire, sur cette idée qu'il y avait un réel besoin de communauté dans les résidences. Et on a également eu la chance de pouvoir initier des conversations et des discussions avec des résidents des estudines qu'on avait visitées autour de cette question, qui ont tous mis en évidence, on va dire, leur tristesse du fait qu'ils ne connaissaient pas leurs voisins et qu'ils partageaient extrêmement peu de moments ensemble, voire pas du tout. Donc face à ces observations, on s'est porté d'abord sur l'élaboration d'un manifeste qu'on a intitulé « Le manifeste pour une communauté résidente », et qui a été composé de valeurs qu'on jugeait très importantes pour fédérer une communauté qui puisse fonctionner dans une résidence. C'est un manifeste qu'on a écrit nous étudiants avec des résidents des estudines, qui est à destination des étudiants, bien entendu, mais également des gestionnaires des estudines et des résidents de ces logements étudiants, parce qu'on considère que finalement pour fédérer une résidence qui puisse fonctionner et qui soit pérenne, il faut qu'elle soit également initiée par les résidents qui vont pouvoir en bénéficier. Donc à la suite de ce manifeste, on s'est également posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait rendre ce projet plus physiquement parlant. Et on s'est appuyé sur une maquette qu'on a élaborée à partir d'un espace qui existait déjà dans une résidence des estudines. Cette maquette, on l'a réalisée à l'échelle 1/20 et ça a été pour nous l'occasion de mettre pas uniquement des mots, mais également une matérialité sur les valeurs qu'on avait pu exprimer dans le manifeste. Donc cette maquette, elle avait pour nous ambition de montrer que finalement, avec des aménagements assez peu importants, qui vraiment étaient très peu coûteux, et une question de mobilier, on pouvait répondre aux exigences des étudiants en termes de communauté dans la résidence.
Et on espère que ça permettra d'améliorer un peu le lieu et de le rendre plus chaleureux, ou en tout cas plus propice aux échanges entre les résidents, quoi. Tu pourrais nous commenter, peut-être on peut repasser l'image de la maquette. Oups, voilà. Oui. Comme ça, peut-être tu nous expliques un tout petit peu le fonctionnement de ton lieu. Ok, alors cette maquette, on l'a élaborée à partir d'une salle qui existe déjà dans une résidence à Saint-Mandé. Et on a juste gardé les murs, les fenêtres, le poteau central qui peut être un peu dérangeant pour élaborer un aménagement autour. Donc on a décidé de conserver le lieu tel qu'il était pour montrer qu'avec un lieu qui était préexistant et sans donc gros besoin de moyens de construction, on pouvait totalement changer l'univers du lieu. En proposant ici, par exemple, à droite, une salle de coworking, on pourrait dire une salle de travail qui va permettre aux résidents de travailler ailleurs que dans leur studio, et favoriser donc le partage avec des jeux de société, un bar qui est actuellement déjà présent mais utilisé pour le service petit déjeuner, et au fond donc un endroit pour visionner ensemble des films. Et ça, c'est un besoin qui nous a été directement communiqué par un des résidents qui déplorait de ne pas pouvoir voir des films avec ses amis le vendredi soir. Donc... D'accord, Alice, merci beaucoup. Du coup, je vais passer la parole à Elena Tosibrandi. Bonjour, Elena Tosibrandi, donc enseignante designer dans l'atelier Design et Recherche avec Françoise Amour et Véronica Rodriguez. Et donc oui, donc nous avons eu ce semestre cette opportunité très significative de travailler avec ce beau partenariat et avec nos élèves. On a eu, je crois, autour de 18 élèves, plus ou moins. Et c'est un sujet qui nous a beaucoup intéressés, passionnés. Donc nous l'avons travaillé déjà dès le départ avec le partenaire avant de commencer les ateliers de projet. Et ça nous intéressait particulièrement parce que ça touche une question contemporaine qui est l'habiter. Et dans notre atelier, on traite en particulier les questions, effectivement, les enjeux du monde contemporain sur différentes facettes. Et donc cet atelier permettait de traiter vraiment la question de l'habitat, et d'interroger en fait les nouveaux modes d'habitation pour les nouvelles générations qui, comme toutes, ont besoin de se projeter dans leur avenir, mais en particulièrement ce moment de passage et de crise sur différents niveaux. Donc ce sujet-là, ça nous a beaucoup plu. On a voulu vraiment le traiter avec nos élèves d'une manière très riche et très ouverte, qui commence toujours dans notre atelier par une phase de recherche. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas de recherche évidemment théorique, mais plutôt de recherche de type pratique, puisque ça a commencé avec un terrain d'études, voilà, dans les différentes résidences, comme disait Alice. On a pu rencontrer aussi plusieurs personnes très importantes dans la chaîne en fait, du service résidétudes, qui sont souvent des personnes clés en fait, avec qui on discute et qui apportent vraiment qui soulèvent des problématiques. Et lors de ces rencontres, il y a plusieurs thématiques et plusieurs sujets qui ont émergé, qui ont intéressé les élèves. Et ce qui est vraiment fondamental, c'est que ce sujet-là, ça ne touche pas uniquement en fait, à la question de l'espace, puisqu'effectivement, l'espace est souvent un sujet qui est traité en architecture, c'est le cœur de l'architecture même, et le design s'en empare beaucoup plus rarement. Mais dans ce cas-là, en fait, le design avait toute sa place, comme vous disiez, puisqu'effectivement, la question dépasse tout simplement l'aménagement spatial. Et comme on a vu, effectivement, il y a plein de projets qui ont répondu avec des formats et des productions très différentes, qui vont effectivement, évidemment, de la conception d'espace, d'unités d'habitation, d'une manière assez classique et traditionnelle, avec les références classiques, à la Le Corbusier, etc., de l'architecture fonctionnaliste et moderniste, mais aussi avec d'autres approches qui étaient totalement différentes, qui étaient plutôt orientées vers l'usage et les liens sociaux. Donc ça donne des réponses effectivement en termes de maquettes très très différentes, mais très riches et très pertinentes dans les deux cas. Et puis on a pu avoir aussi des productions comme par exemple les services, ou alors, dans le cas d'Alice et Caroline, le design de la communication et de la médiation, qui est un élément fondamental, effectivement, pour comprendre une autre facette du design qui ne se limite pas, évidemment, à la production seulement d'objets. On a eu des projets aussi liés au mobilier, parce qu'on a relevé qu'effectivement, c'était un point central, en fait, dans le service de résidétudes. Et donc, il y a eu des propositions très nouvelles, assez innovantes,
non pas seulement sur la production, sur la forme, donc le design formel des objets, mais vraiment sur le système des objets, etc., vu d'une manière beaucoup plus locale. Et nous, d'un point de vue pédagogique, ce qui nous plaît beaucoup dans ces projets-là, et pour les élèves aussi, c'est qu'effectivement, ça permet de travailler différentes échelles du design, donc des projets qui sont vraiment réalisables dans l'immédiat, c'est le cas du projet d'Alice, et des projets qui s'inscrivent beaucoup plus dans des échelles beaucoup plus lointaines, d'une part parce qu'elles proposent de nouvelles formes, donc effectivement il faut prendre le temps de les réfléchir et de les produire, mais aussi parce qu'elles remettent en cause certains types de modèles. Donc c'est plutôt du design système, et donc là on est plus dans du design de type prospectif qui, comme disait justement Clarisse, il n'interroge pas forcément de l'innovation technologique, c'est d'aller vers des nouveaux modes de vie qui soient beaucoup plus respectueux, si on veut dire écologique au sens large, etc. Et donc ça donne des projets de design qui sont passionnants, et nous on a beaucoup aimé ce projet. Merci beaucoup Elena, merci Clarisse. À vous. Merci Alice. Bon, merci beaucoup. Comme vous voyez, en fait, ce projet démontre en fait, la capacité du design à explorer en fait, des sujets, des thèmes, et à multiplier les points d'accès, les points d'entrée en fait, sur une problématique. Donc la problématique là, du logement étudiant, mais abordée aussi dans la dimension sociale, dans la dimension des liens et des relations, et évidemment après dans la partie physique des aménagements et des objets, des systèmes qui vont créer la partie d'accueil en fait, de ce concept. Pour ce projet, donc, nous accueillons alors Matt Sindal, directeur de projet, et Lise, et nous avons notre partenaire qui sera en ligne, donc la société Keylar et notre ami Gabriel Arnaud. Donc c'est un projet, alors je pense que Gabriel va nous rejoindre, je voudrais lui passer la parole pour qu'il introduise le sujet, présente son entreprise et nous explique un petit peu la démarche qui souhaitait amener. Ce projet est très différent des autres puisque là on part vraiment d'une technologie, d'une brique technologique, en interrogeant les designers sur qu'est-ce qu'on peut en faire, quels seraient les usages et qu'est-ce que ça peut amener de nouveau dans le confort, la pédagogie, la sécurité. Enfin, voilà. Gabriel est en ligne. On a perdu Gabriel. Alors je vais peut-être du coup je vais prendre le relais. Donc on a travaillé pour ce projet, c'était donc la société Keylar qui est venue nous voir. C'est une société qui travaille dans les technologies, les techniques depuis très longtemps, et qui a mis en place une matrice, donc en fait une petite tablette dans laquelle on a des petits picots vibratoires, voilà. En fait, ils ont acquis la compétence de piloter chacun de ces picots de manière très très fine, ce qui permet d'avoir en fait une matrice tactile. Et l'avantage donc du coup de ce dispositif, c'est que quand vous le posez sur la peau, vous pouvez créer des ressentis très différents, donc avec un système de langage qu'il faut d'ailleurs inventer, c'était un des objets. Et derrière, en fait, avec des usages évidemment qu'on peut imaginer, alors puisque ces tablettes peuvent être placées contre le corps, on peut imaginer des dispositifs qui permettent de faire un guidage des malvoyants, par exemple. C'était évidemment un des premiers sujets sur lesquels ils se sont intéressés, puisque cette capacité de capter un espace et de le restituer de manière tactile pouvait être une manière d'orienter les gens. Et on donnera peut-être la parole à Gabriel s'il nous rejoint. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être tout de suite donner la parole à Lise, comme ça on va rentrer directement dans un projet qui illustre cette technologie. Écoutez, voilà, on me dit que Gabriel est arrivé. Donc je lui donne la parole pour se présenter et nous présenter le sujet, sa démarche vis-à-vis de l'école. Bonjour Gabriel. On n'a pas de son. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez? Moi, je m'entends. Je vais couper la...
Je ne sais pas si vous m'entendez, donc je ne sais pas si je commence. Gabriel? Bon. On va enchaîner tout de suite. Donc Lise, tu vas nous présenter ton projet. On essaiera de reprendre Gabriel ensuite et il fera la conclusion avec Matt. Merci. Donc je me présente, Lise Allard, je suis élève en catégorie 1 à l'ENSI en création industrielle. C'était mon tout premier semestre à l'ENSI, donc mon tout premier atelier de projet. Je vais vous parler donc brièvement de ce que j'ai pu proposer aux partenaires Kellar. Moi j'ai décidé donc d'associer la technologie Kellar qu'on vous a présenté juste avant à la lecture, en fait, à un livre physique. Donc j'ai proposé concrètement un livre interactif à travers lequel les lecteurs décident de la suite de l'histoire en interprétant des séquences vibratoires, donc des séquences tactiles qu'ils ressentent sur leur corps. Le but majeur, en fait, c'était vraiment de donner une nouvelle dimension à la lecture, une dimension un petit peu physique, de venir inclure vraiment le lecteur en tant qu'acteur dans sa lecture, qu'on ne vienne pas seulement stimuler son imaginaire, mais aussi son ressenti corporel. Donc voilà, le but final, c'est vraiment une toute nouvelle expérience sensorielle de la lecture. Je peux pas vraiment vous en dire plus pour l'instant, mais sinon je peux vous parler un petit peu du déroulement de l'atelier de projet, comment ça s'est passé, les échanges avec les partenaires, etc. On a eu une première rencontre d'abord pour faire connaissance, pour prendre nous connaissance de leurs attentes sur ce projet, et spécifiquement ici pour tester la technologie vibrante, pour vraiment nous rendre compte avec quoi on devait travailler. Ensuite, on était donc seuls, accompagnés évidemment de Matt et Sang Sang sur ce projet. On était 12 élèves. Ce qui est chouette, c'est qu'on avait une très bonne entente entre nous, donc on s'entraidait souvent. On allait souvent discuter les uns avec les autres pour s'enrichir des idées des autres. Ce que je pense est intéressant aussi sur ce genre de projet, c'est d'aller en parler avec aussi des personnes extérieures au projet pour avoir un peu de recul et un avis un peu neuf sur ce qu'on fait. Donc après cette première rencontre avec les partenaires, on a fait une phase de première recherche sur le sujet vers lequel on voulait s'orienter. Après, on a pu en discuter donc, avec les partenaires pendant le rendu d'intention, où là, si ça correspond à leurs attentes, et ben, on continue dans ce sujet-là. Et vient ensuite la phase de recherche, où on vient approfondir cette idée. Donc on vient se poser plein de questions techniques, économiques, environnementales, des questions de fonctionnalité, des questions... Enfin, plein de questions. Et ensuite, on en fait part aux partenaires lors du rendu intermédiaire, où déjà on a un projet qui est plutôt bien façonné. Et bien ensuite, la phase finale, où là, c'est la phase maquettage, prototype, la phase vraiment de communication visuelle de notre projet, où on peut en faire part aux partenaires lors du rendu final, qui est un rendu qui est assez enrichissant, puisqu'on peut voir ce qu'on fait tous les autres aussi. Et moi, je dirais qu'on a eu vraiment de la chance avec nos partenaires Kellar parce qu'ils étaient très ouverts d'esprit. On a vraiment eu 12 propositions singulières, différentes et originales. Et voilà, je pense que les partenaires, ça fait vraiment la force de l'ENSI parce que ça nous ancre directement dans un monde professionnel avec les contraintes qui vont avec, mais aussi toutes les grandes possibilités. Et ça nous prépare vraiment, je pense, à pouvoir ensuite commencer sereinement dans le monde professionnel. Et vous avez eu la technologie entre les mains, vous avez pu la manipuler, expérimenter. C'est ça. Au tout début, on a pu la ressentir sur nous et ensuite les partenaires nous l'ont mis à disposition pour pouvoir tester sur différents matériaux, nos petites maquettes, etc. Ouais. Alors moi j'ai une question qui est précise en fait justement sur cette... Quel genre de sensation tu as travaillé, c'est-à-dire sur la programmation de ces vibrations? Est-ce que tu as fait un travail justement pour essayer de caractériser différentes émotions ou différentes sensations? Bien sûr, ouais, pour les inclure dans l'histoire. Moi, je me suis intéressée à un public plutôt d'enfants. Après, le fait de connecter un livre à des vibreurs, c'est adaptable à plein d'âges et plein de registres de lecture. Mais donc, le fait que je m'adresse à des enfants, il fallait créer des séquences vibratoires bien distinctes les unes des autres, qu'on comprenne bien. Donc voilà, c'était par exemple des mouvements vers le haut, des mouvements de serpent, etc., qu'on puisse adapter à des actions dans l'histoire. Donc ça accompagne effectivement et ça augmente complètement ton Exactement, oui, ça apporte vraiment un côté physique à l'histoire. Je ne sais pas si Gabriel peut nous rejoindre du coup. Voilà, super. On va lui demander de nous faire peut-être son petit retour sur ce partenariat et puis on donnera ensuite la parole à Matt Sindal sur l'intérêt pédagogique de ce type de collaboration.
Alors, je crois que j'ai pas de retour, donc je sais pas si on m'entend, mais on m'a dit de dérouler. Donc, je vais faire comme si. Donc, oui, nous, on est la société Class. On développe une activité, plus de notre activité principale, une activité autour d'un outil de communication tactile, sur lequel on a eu notre propre approche design ces 5-10 dernières années. Pour lesquels on a pu développer plusieurs usages dans différents domaines, militaire, sport, santé, ce genre de choses. On est encore à l'état de prototype et on accède au marché. Il nous semblait intéressant de travailler avec l'outil pour compléter notre approche design et identifier des usages auxquels on aurait pas pensé ou auxquels on aurait déjà pensé mais de façon différente. On est intéressé par l'idée d'un atelier dans lequel plusieurs étudiants ont fait plus ou moins carte blanche pour tester différentes choses, imaginer différentes choses. On a été très content de pouvoir leur mettre dans les mains une partie de notre technologie pour voilà, un petit peu expérimenter. Et globalement, on est très le projet est parti un peu dans tous les sens, avec plein de projets très créatifs, comme celui de Lise, pour des applications qu'on n'aurait pas forcément pensé. L'approche design est très intéressante et la façon de donner une au produit, de chercher des sources d'inspiration, finalement des méthodes qu'on n'a pas ou qu'on a différemment. Ça nous a beaucoup enrichi le processus de création. Merci pour ton intervention. Je vais donc passer la parole à Matt Sindal qui peut conclure peut-être cette session justement sur voilà, l'avantage pédagogique d'associer des partenaires dans une démarche de design pour former nos futurs designers. Oui, j'estime que la relation avec les partenaires est au cours de le cursus d'un élève dans ce cas, il rencontre plusieurs partenaires. Chaque partenaire est différent. C'est-à-dire chaque partenaire a une vision, ils ont une philosophie de travail. Kayla, c'est très spécifique parce que c'est une entreprise qui produit des choses, mais aussi ils ont une facette dans le domaine de recherche. C'est-à-dire c'est un esprit d'ouverture en fait. Et je trouve que c'était extrêmement bénéfique pour les élèves de rencontrer un partenaire pareil avec cette ouverture d'esprit. Ils cherchent des idées qui étaient parfaites pour nos élèves. Chercher des idées. Notre rôle, mon rôle avec mon collaborateur Sansan, c'est d'accompagner ce voyage dans les idées. Parce que l'idée, pour moi, c'est assez nébuleux au début. Et le grand travail, c'est de concrétiser ces idées. C'est-à-dire de trouver une relation, spécialement avec un projet, un partenaire comme Kayla, c'est cette relation presque symbiotique entre l'humain et une technologie. Très souvent, une technologie, c'est opaque, c'est caché. Et cette semestre, c'est une opportunité de rentrer dans la fonctionnalité de cette technologie, plutôt, moi j'appelle un actique viscéral, et de transformer ça, que c'est perceptible par une société, un humain, contact entre un humain vers un autre, et de créer ce rapport. Et je suis particulièrement content par cette semestre par rapport avec la variété de réponses en fait. C'était très large. Je ne sais pas si je peux citer cause de confidentialité, mais Lise travaille avec des enfants, mais on a quand même parti dans le domaine de plongée, on a parti dans le domaine de danse, on a des élèves qui travaillent dans plein de facettes, communication à distance, par exemple, entre une personne à Londres, quelqu'un à Tokyo. Et
c'est cette variété de réponses qui est super importante, parce que ça ouvre le débat, en fait. Et ce n'est pas forcément d'arriver à la fin de le semestre à la proposition industrialisable, réalisable demain, mais c'est de montrer un potentiel de choses. Voilà, moi, je suis particulièrement content avec ce semestre. Et en fait, j'espère que vous avez, à travers cette table ronde, pu mesurer aussi effectivement l'intérêt qu'il peut y avoir en termes de pédagogie pour un jeune, effectivement, de concevoir quelque chose, de l'expérimenter, c'est-à-dire de le regarder sous un angle de technologie, de pratique sociale, de peut-être réalité justement économique ou sur le marché, de le confronter du coup à une entreprise, donc des gens qui sont experts en fait dans ce domaine-là. Et en fait, ce cheminement, en fait, qui est celui de partir d'un imaginaire, mais de le confronter à la réalité et de construire un projet, en fait, à partir de ça, c'est effectivement ce chemin-là, en fait, qu'on propose à l'ENSI à travers les partenariats, c'est-à-dire cette capacité de travailler sur le rebond et sur l'interaction entre un jeune qui, voilà, comme Lise est en première année, donc en fait, elle a dans le domaine assez peu de culture, mais elle a des idées et elle les confronte et elle construit à partir de ça son projet. La deuxième chose, effectivement, peut-être à travers cette table ronde, c'est de mesurer la diversité. On avait peu de temps, donc on vous a montré 3 entrées différentes autour de la technologie avec Eila, autour on va dire de choses qui pourraient être liées à de l'innovation sociale et de l'aménagement sur Résidétudes, c'est-à-dire cette relation aux autres et comment on construit du collectif, de la communauté, de l'échange. Et puis, le Centre Pompidou, là, c'est effectivement un univers d'éveil, d'éducation. Et effectivement, tous les semestres, les élèves ont des programmes. On a 9 ateliers de projet qui sont en simultané. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a un programme qui peut toucher le domaine du luxe, l'autre, l'automobile, l'énergie. Enfin, tous les secteurs économiques sont abordés à travers cet atelier de projet, ce qui permet vraiment aux élèves d'avoir un vaste choix pour construire leur parcours. Je pense qu'on arrive à la fin de notre timing. Je vous remercie en tout cas, Matt et Lise, d'être intervenus. J'espère que vous avez pu profiter de cet exposé ou de ces interventions pour cerner un petit peu mieux ce qui se passe à l'école. Nous allons rendre l'antenne. Merci et poursuivez votre visite de l'école à travers nos différents ateliers et nos différentes pistes. Merci et bon après-midi.